si on est conscient qu'on est capable de rebondir, qu'on est capable d'apporter des solutions, d'évoluer, et bien finalement, l'échec, c'est une possibilité, tout comme le succès. Et il ne faut pas s'interdire de faire des essais par peur de l'échec. Positivement, mais on s'autorise à essayer et on s'autorise à ne pas réussir. Voilà. Et en faisant ça, finalement, on ose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder dans notre façon d'être, notre façon de travailler. C'est ce qui permet aux personnes de prendre confiance aussi en elles. C'est-à-dire que ça, c'est pas propre au monde du handicap, mais je pense que tout le monde a peur de l'échec, finalement. On est construit comme ça, on n'apprécie pas l'échec. Mais déjà, en être conscient, je pense que c'est bien d'être conscient du fait qu'on n'apprécie pas l'échec, mais de se dire finalement, faut peut-être mieux essayer, échouer pour après mieux réussir, plutôt que de ne rien faire. Alors Catherine, vous avez un parcours, donc Pierre, vous étiez dans l'entreprise avant la Topopier Moulin. Catherine, vous avez un parcours de professeur en philosophie, puis de formatrice de maître, avant de rejoindre la LEFPA. Est-ce que vous avez aussi passé une partie, est-ce que vous sentez aussi ce besoin, comme vous qui faites de tout régulièrement tous les centres de la LEFPA, d'expérimenter, de poser sur la table, de redémarrer des choses nouvelles sans arrêt pour trouver des solutions? Alors, je dirais qu'évidemment, c'est tout à fait dans l'ADN de la LEFPA que de chercher à rebondir et à faire rebondir. La LEFPA accueille des personnes en situation difficile, soit situation sociale, soit situation de handicap, et sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer également. Et dans tous ces établissements, la très grande diversité des publics que nous accueillons, enfants et adultes, sont chacun des personnes qui sont là parce qu'elles sont dans une situation qui constituait pour elles une difficulté telle qu'elles avaient besoin d'une aide pour rebondir et faire en sorte que leur vie puisse se construire. Et la LEFPA a fait depuis toujours le choix de l'éducatif. Et pour cela, à travers l'aide éducative, à travers le projet éducatif de chacun, eh bien, la LEFPA propose aux enfants, aux adultes, de regarder la vie avec optimisme. Et ces dernières années, la LEFPA a été saisie d'ailleurs plutôt, d'une question qui est tout à fait d'actualité, qui est celle de l'accueil des mineurs non accompagnés sur notre territoire. Puisque l'idée de rebond, eh bien, c'est l'idée qu'il y a eu un premier bond. Ce premier bond, ma foi, il a conduit à ce que la personne atterrisse en quelque sorte en un lieu et en un temps qui n'a pas été propice à son épanouissement et qui l'a finalement conduit à de grandes difficultés. Et bien, ce rebond, c'est ce deuxième saut qu'on essaie de donner là, pour le coup à ces mineurs, à ces enfants, pour faire en sorte qu'ils trouvent une orientation dans la vie qui leur permette de se construire harmonieusement. Et les projets qui les accompagnent sont des projets éducatifs, où il ne s'agit pas simplement de les accueillir pour les héberger, pour les mettre hors de danger, mais où il s'agit véritablement de leur donner les moyens de grandir jusqu'à l'âge adulte d'une façon qui leur permette, une fois adultes, eh bien, de poursuivre leur vie utilement, harmonieusement, efficacement. Et je crois que sur cette dynamique-là, eh bien, la culture, j'en reparlerai tout à l'heure, la culture est véritablement un des moyens par lesquels on peut donner sens à la vie, sens à sa vie. Et je pense que
notre obligation, ça a été de se dire, bon, on a des moyens financiers limités, on a des montagnes surmontées, on ne pourra le faire qu'avec optimisme et avec innovation. Alors, innovation, moi je reprends un peu ce qui se disait sur les mineurs non accompagnés. On vient de loin, quoi. Moi, le préfet, il me téléphonait il y a 3 ans pour me dire, Monsieur le Président, il y a des nations qui arrivent là à l'île d'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Et je prenais mon téléphone pour appeler la maire de Lille. Allô, bonjour Martine, vous pourriez m'aider? Vous auriez des lieux pour les... on va chercher, oui, pourquoi pas, et on a trouvé, et la DEFPA, il était pour quelque chose aussi. Je crois que vous avez même ouvert des collèges du département. On a ouvert des écoles primaires et différents lieux. Même pas des collèges, des gymnases de collèges. Des gymnases pour effectivement... Et l'optimisme est revenu au bout d'un moment, parce que quand on a ouvert un gymnase au collège, c'était encore le DEFPA d'ailleurs qui était là, et c'était à Dunkerque. À Dunkerque, les parents d'élèves qui avaient été réunis, mais ils étaient furibonds. Et les questions, c'était, dites-moi, mais si on les touche, est-ce qu'on va tomber malade? Nos filles, si elles sortent, est-ce qu'elles vont pas se faire violer avec ces individus différents qui sont là? Et puis la grande satisfaction, c'est que quelques mois plus tard, quand on a fermé cette structure temporaire, parce qu'on avait pris le temps de lancer des appels à projets et d'ouvrir des structures définitives, et ben les parents, ils étaient furibonds qu'ils s'en aillent, parce que finalement, ils avaient constaté que c'était des gamins qui ne voulaient qu'une chose, c'est bien sûr avoir le gîte et le couvert, mais le gîte et le couvert pour travailler, pour leur formation professionnelle, pour trouver un métier, et pour pouvoir réellement trouver leur place dans la société, avec toujours pour moi le remords de me dire mais ces gamins c'est aussi l'espérance de leur pays d'origine, et il faudrait peut-être qu'au bout de quelques temps ils puissent effectivement se poser la question de retourner dans leur pays d'origine pour l'aider à son développement. Même chose pour lorsqu'on prend à bras le corps le problème du grand âge et qu'on se dit il y a 2 solutions. Il existe la solution du domicile, on va tout faire pour aider à ce qu'ils restent à leur domicile parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Et puis de l'autre côté, il y a l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Qui est-ce qui rêve de rentrer en EHPAD? Pas grand monde. Et je rappelle toujours, si vous voulez, c'est un peu familier comme propos, mais les propos de Raymond DeVos à l'époque de mai 68, où il y avait des grands slogans, il se passe très bien ici d'ailleurs, faites l'amour, pas la guerre. Et qui disait, il y en a peut-être qui auront envie de faire autre chose. Là aussi, entre le domicile et l'EHPAD, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Donc on a cherché les autres solutions. Les autres solutions, c'est le logement partagé, par exemple. Les autres solutions, c'est l'accueil familial, voire l'accueil à la ferme pour les personnes qui ont toujours vécu dans un milieu de ruralité. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ces autres solutions, elles permettent aux personnes de conserver leur autonomie beaucoup plus longtemps et qu'elles ouvrent une espérance de vie qui est bien plus importante que l'espérance de vie qu'il y a des gens qui rentrent en EHPAD. Moi, j'avais pris un coup de bambou lorsqu'on m'avait dit l'espérance de vie quand on entre en EHPAD dans le département du Nord, c'est moins de 2 ans. Ça veut dire que les gens, ils se laissent aller, que la vie qu'ils mènent ne les intéresse plus. Alors, je ne dis pas qu'il faut condamner les EHPAD. L'EHPAD, pour l'extrême fin de vie, c'est certainement un endroit indispensable. Et puis, peut-être qu'on sera tous amenés et tant mieux, à passer nos dernières années dans un EHPAD. Mais aussi longtemps que la personne elle a son autonomie, il y a des vies différentes à mener. J'ai bien aimé ce qui était dit tout à l'heure aussi sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à se tromper. Parce qu'effectivement, on prend un risque, mais vivre, c'est prendre des risques. J'ai rencontré il y a peu de temps un grand spécialiste des problèmes du handicap et qui me disait, mais vous savez, arrêtez de nous parler de place. C'est pas la place qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est l'autonomie, quelle qu'elle soit, qui reste à la personne. Il faut que la personne, elle vive son autonomie. Et puis, si la personne, elle vit son autonomie et qu'elle décide de prendre un peu plus de liberté qu'on ne lui accordait, eh ben, c'est une bonne chose. Parce que nous, on préfère vivre en prenant des risques qu'être considérés comme des morts vivants. Je prends les exemples aussi de logement partagé qu'on a mis en place sur les personnes en situation de handicap. On peut se tromper. On peut penser que des personnes sont aptes à vivre de cette manière, qui n'est pas une manière aussi coucounée que dans un établissement, et puis on se trompe. C'est pas grave. On s'est trompé, on retrouvera la solution de l'établissement. Mais il y en a effectivement pour qui ça marche, et que ça marche tellement bien que quelquefois, en trouvant un compagnon ou une compagne, ils franchissent un pas supplémentaire vers l'autonomie.
vers l'autonomie et vers la vie normale, si je peux m'exprimer ainsi. On parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, au point que c'est devenu une tarte à la crème, mais ça revêt quand même certaines significations. J'ai vu aussi dans des villages ce qui n'existe pas dans des villes, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, et parfois de handicap lourd, qui vivent insérées dans le village, avec un travail, avec une voiture. Alors c'est pas toujours une voiture normale, c'est quelquefois une voiture électrique parce qu'il n'y a pas de permis, et qui sont acceptés avec leurs différences, et après toutes les différences, elles enrichissent plus qu'elles n'appauvrissent, ce qu'on a du mal à faire en plein centre des grandes agglomérations. Donc, quelquefois, dans la ruralité, il y a aussi des solutions que l'on peut trouver. Alors, j'ai demandé à Christina Santucci et à Yvan Delaouche de nous rejoindre. Donc, Christina, Yvan va se mettre là-bas. Bon. Tiens. Bonjour. Alors, oui, moi, ça fait 10 ans, voire 12 ans maintenant, que je travaille avec différents publics. Et je suis une artiste, donc je ne suis pas thérapeute, mais j'ai pu, depuis ces années, observer en fait le changement que le mouvement en soi, le mouvement dansé, mais le mouvement tout court en fait, le mot mouvement engendre dans les personnes concernées. Donc j'ai vraiment tout type de public. Je ne sais pas si on peut les citer, mais... Est-ce que vous êtes parti parfois de situations où vous penseriez ne pas pouvoir résoudre et que justement cette mise en mouvement a permis de... Non, parce que vous êtes optimiste, donc vous pensez toujours... Je suis très très optimiste et c'est vrai que j'ai très confiance en ce que je fais. Donc déjà, je me positionne, c'est pas une question d'ego, de force ou d'imposition. J'arrive comme je suis et en fait, petit à petit, j'accueillis les gens tels qu'elles sont. Et avec un peu de sensibilité, avec l'expérience et aussi le mouvement, ça fait que les gens se sentent en confiance. Et avec cette confiance-là, on peut aller chercher des choses que eux, ils savent pas, peut-être qu'ils ont. Moi, je les vois. Quand ils rentrent dans une salle, si c'est ce sont des situations très compliquées. Par exemple, j'ai travaillé avec les enfants, les adolescents en protection judiciaire. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'évidemment, si j'ai malheureusement des jeunes qui ont subi des viols ou des choses comme ça, je dois intervenir avec leur corps d'une autre manière que quelqu'un qui n'a pas été brusqué ou violé. Donc physiquement, je dois faire attention. Mais en général, je m'intéresse, je ne veux pas tout savoir, je vois comment les gens arrivent dans une salle, avec comment ils sont, comment ils se tiennent, comment leur posture. Et de là, petit à petit, j'essaye de les accueillir, de les faire venir, en fait, de les faire venir à moi, on va dire. Et avec ça, avec la danse, avec le mouvement, je leur permets de prendre confiance en elles, en eux. Et petit à petit, avec la confiance, chaque pas fait que ces personnes rebondissent. Parce que j'ai vu des changements énormes des personnes qui, avec la danse, au bout de 2-3 ans, il y en a une qui a écrit un bouquin pour enfants, elle était battue, elle venait avec des bleus comme ça partout, elle continuait à venir, et à la fin, elle a quitté cette situation, elle a écrit un livre, enfin voilà. Et ça, c'est par le mouvement, mais parce que ce qui dit mouvement, ce qui dit danse, tout d'abord, c'est le mouvement mécanique, on met le corps en mouvement, mais quand on met quelque chose en mouvement, il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit, il y a le cœur, il y a tout ça, et donc du coup, petit à petit, il y a des choses qui vibrent, qui bougent, il y a les sens qui commencent à... Et en plus, elles font des choses, les personnes, elles se disent « Waouh, j'ai fait ça, c'est génial !» Et du coup, petit à petit, elles prennent Alors, confiance. à notre artiste, Yvan, donc Yvan, je vais le présenter, il est violoniste,
violoniste, maintenant presque virtuose. Yvain, bien des milieux très défavorisés, il s'est lui-même battu pour exister à travers son art, à travers aussi son ambition culturelle et artistique au sens large. La notion d'apprentissage pour un instrument réputé aussi difficile de manière culturelle que le violon ou la viole d'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas penser l'échec, c'est quelque chose qui se pense dans le temps. Personne ne pense que vous allez jouer correctement tout de suite. Donc personne ne vous met cette pression-là, l'échec n'existe pas. C'est un peu comme d'être handicapé, c'est-à-dire on prend chaque élève avec les forces et les faiblesses qu'il a, et on sait de toute manière qu'à la fin, il aura une personnalité propre, intéressante, avec ses forces et ses faiblesses, les faiblesses qu'il aura comblées et qui seront devenues des forces, les forces qu'il n'aura pas travaillées et qui seront finalement des faiblesses, et puis le reste, l'ensemble de sa personnalité avec laquelle il est arrivé et qui se sera révélé et épanoui. Et je pense que c'est comme ça pour tous mes collègues musiciens professionnels. Je crois que c'est aussi comme ça pour tous mes étudiants. Et du coup, je me sens pas... j'ai pas eu la sensation de me battre, j'ai eu la sensation de devoir arrêter de me battre. Parce que finalement, le terme culture, il est un petit peu connoté élitiste. On dit quelqu'un est cultivé, c'est... Ben en fait, non. C'est-à-dire que la culture, surtout sur des arts... le violon ou la danse, finalement, la façon de le percevoir, c'est quelque chose de propre. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes accompagnées eh bien, ont leur façon de vivre ces événements, cette richesse qui leur est propre, et c'est pas du tout quelque chose qui est inaccessible. Je suis convaincu que la culture, c'est ce qui fait le sel, effectivement, de la vie humaine, de l'existence. Et qu'il y a plusieurs niveaux d'approche qui sont très différents, mais ils sont tous intéressants. Le premier niveau d'approche, c'est effectivement faire en sorte que la culture ne soit pas réservée à une élite intellectuelle, financière. Et là, il y a des choses qui ont été faites par des gens comme toi, d'ailleurs, il y a déjà longtemps, qui ont permis à un autre public, qui n'était pas forcément un public défavorisé d'ailleurs, mais d'assister pour la première fois à un opéra, à un concert. On a fait un opéra dans les collèges, d'ailleurs, pour la première fois. À un spectacle de danse de Béjart, et puis qui a permis ensuite aux collégiens d'avoir effectivement ce type de moments qui sont des moments importants et des moments rares. Ça, c'est le premier niveau. Et puis il y a le deuxième niveau, c'est le niveau où la culture, elle va servir à donner des chances à une population qui sinon en aurait beaucoup moins. Et puis, lorsque des personnes sont des personnes en difficulté, qu'ils soient en difficulté passagère ou qu'ils sont en difficulté parce que la vie a fait en sorte qu'ils naissent effectivement avec un handicap, on se rend compte que la culture, c'est peut-être un des moyens, la musique notamment, mais je dis la musique notamment parce que j'ai des expériences en tête, qui permet à chacun de découvrir qu'il a une sensibilité forte, qu'il a une foule de compétences enfuies en lui-même qu'il peut développer. Sur la recherche de l'emploi, c'est pareil. On a au département la responsabilité des allocataires du revenu de solidarité active, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu mis à l'écart, et qu'on essaie de remettre effectivement dans la vie en les préparant un peu à la fois à retrouver un sens dans leur vie, une insertion sociale d'abord, une insertion professionnelle après, et on se rend compte que la culture, elle joue un rôle de détonateur et de déclencheur. En fait, la culture, elle aide à remettre debout des gens qui ne le sont plus, soit parce qu'ils sont tombés, soit parce que la chance qui leur a été donnée à leur naissance n'était pas la même que la chance qui a été donnée à d'autres.